Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Aaron a un QI situé entre 135 et 140, ce qui fait de lui un haut potentiel intellectuel. Mais cette singularité ne se limite pas qu'à son intelligence. Pour Aaron, ce haut potentiel a longtemps été un fardeau, qui l'a conduit à négliger son corps, accumuler de la fatigue et refouler ses émotions au profit du travail, du contrôle et de la réussite. Grâce au récent diagnostic, sa vie a pris un tournant décisif. Désormais, il affronte les aspects de sa vie qu'il avait jusque-là évités et négligés. Cette connexion à lui-même l'amène aujourd'hui à témoigner pour la première fois publiquement, et quel honneur que ce soit auprès des invisibles. Un témoignage de haut et bas, car si la pensée en arborescence que génère cette condition peut stimuler des projets, elle peut aussi susciter rapidement chez le sujet des pensées sombres. Entre excitabilité et déprime, Aaron s'est demandé à plusieurs reprises s'il n'était pas affecté par un trouble psychique. Évoluant dans le monde des médias et de l'audiovisuel, où la concurrence est féroce, Aaron doit faire face aux critiques et aux reproches quant à sa personnalité. Toutefois, ses qualités incommensurables telles que son intuition et sa capacité d'analyse sont des atouts essentiels dans ce domaine qu'il ne compte pas lâcher. À seulement 24 ans, Aaron est chroniqueur, journaliste et producteur, et il ne manque pas de nouvelles ambitions. Ses multiples potentiels l'amèneront, c'est certain, à une carrière digne de ce nom. Hello Aaron. Hello Tamara. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va aujourd'hui, un réveil assez mouvementé, voilà, nuit assez courte, mais ça va. On va dire que je pense que l'exercice qui m'attend avec toi aujourd'hui me fait du bien. Trop bien. C'était la pleine lune Et cette nuit, toi? hein. Donc les nuits ont Ah, été agitées, je pense, pour beaucoup de monde. en tout cas la mienne oui un petit peu, c'est vrai, et courte aussi, mais j'ai l'habitude, donc ça va. Hmm. Et, Alors du coup, et toi? Et toi comment tu vas? moi c'est tout pareil justement. J'ai eu une nuit courte, très mouvementée, avec beaucoup de cauchemars. Mon conjoint aussi, les deux, on est très sensibles à la pleine lune. Ah ok, d'accord, mais ça va. Mais ça va. Ok, super. Assez pour faire cet entretien aujourd'hui. Du coup, toi, Aaron, tu as voulu parler sur le podcast Les Invisibles du HPI. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, donc pour ceux qui ne savent pas, HPI, ça veut dire dans sa globalité haut potentiel intellectuel, et c'est en fait le nom psy qu'on associe au terme plus vulgaire de surdoué ou précoce. Et en fait, je voulais en parler. C'est vrai que c'est une volonté de ma part parce que je pense qu'en parler, ça peut déjà peut-être aider des gens qui peuvent s'identifier
à ce HPI, et ça peut aussi m'aider à comprendre des trucs en parlant avec toi, avec une inconnue. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce que tu vas me poser comme question. Et globalement, le HPI, voilà, c'est quand, enfin, ça concerne toutes les personnes qu'on dit extrêmement intelligentes. Voilà, Mais pas c'est que. ça. Mais pas que. En fait, c'est pas que ça. En fait, c'est pas que l'intelligence du cerveau. C'est aussi l'intelligence émotionnelle, des sens, et c'est toutes ces intelligences qui conduisent parfois à des difficultés ou aussi à de très très, très belles choses. Hein. Voilà, c'est un peu des up and down qui fluctuent comme ça. C'est souvent à cause de ce cerveau qui est là. Et parfois, on se demande de pourquoi il est là, mais de toute façon, il est là, donc on peut rien faire, hein, à part l'accepter et comprendre. Et en tout cas, du moins essayer de comprendre parfois, parce que c'est pas toujours facile de se comprendre quand on a un cerveau comme le mien. Voilà. Et toi, ton diagnostic, il est assez récent, hein. Si je me trompe pas, tu as 23 ans et tu as été diagnostiqué il y a à peu près 9 mois. C'est exactement ça. J'ai été diagnostiqué du coup la veille de mon 23e anniversaire, donc j'avais encore 22 ans, c'était le 20 avril 2022. Alors effectivement de un c'est récent et en plus ça m'est, enfin c'est arrivé très vite. Le sujet est arrivé très vite quand j'ai commencé à voir ma psy au mois de mars dernier, donc il y a pile un an. Et en fait c'est comme si j'avais pas forcément choisi en fait de faire ce diagnostic. Enfin c'était un peu rapide. Ma psy m'avait conseillé de le faire rapidement parce qu'elle avait cerné avant moi-même que j'en avais besoin. Et donc oui, dès la première séance, elle m'a demandé si on m'avait déjà posé la question de est-ce que j'étais ou pas HPI. Et moi, j'avais dit qu'on m'avait demandé une fois, oui, mais que j'avais jamais forcément fait le test, enfin même jamais, en fait, pas forcément jamais. Et c'est elle qui m'a dit, mais si, allez-y, je sens que ça peut vous faire du bien, et parfois sentir qu'on n'est pas tout seul. Donc même si on est peu dans les chiffres, en tout cas, sentir qu'on n'est pas tout seul, ça peut nous faire du bien. Et c'est pas forcément la partie qui m'a fait le plus de bien, savoir que j'étais pas tout seul, mais la partie de ça, enfin de mettre un mot en fait à qui je suis ou à une partie de qui je suis. Oui, ça m'a fait du bien. Donc c'est récent, mais je pense que comment dire, j'ai réussi avec ma psy à l'accepter assez rapidement et à le Mmh. comprendre de la bonne façon. Voilà. Je trouve assez incroyable qu'elle ait pu identifier ça déjà à la première séance. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler de la procédure, du coup, pour, avoir un diagnostic? Alors, je sais pas si on parle vraiment de diagnostic, mais plutôt de condition, non? C'est plutôt ça, hein? Alors, il y a un débat autour de ça, c'est vrai. En fait, le mot diagnostic, dans la définition, en fait, ça veut dire mettre un mot sur un état. Donc, en fait, dans les faits, mettre un mot sur l'état de mon cerveau, c'est poser un diagnostic sur mon cerveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot diagnostic est plus rentré dans qu'on parle de maladie ou de pathologie, alors que le HPI n'est pas une pathologie. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça, en fait, c'est juste dans le français, mais après, je comprends aussi la question. Les deux me viennent. C'est comme aussi il y a le débat autour du handicap invisible sur le HPI. Certains disent que c'est pas un handicap, mais pour moi, le handicap, c'est à la base, enfin à la base, non, c'est aussi, oui, une condition physique, mais aussi un ressenti, je pense. Pour moi, si c'est un diagnostic et c'est quelque chose qui m'handicape dans la vie de tous les jours, et donc ça devient aussi un handicap invisible. Mmh. Voilà. Donc on reprend, la question, que je t'ai posée justement avant, c'est au niveau de la procédure, comment ça se passe? Oui, oui. Alors pour la procédure, donc moi, donc dès la première séance, ma psy m'a posé la question et moi, bah, j'étais un peu comme beaucoup de gens, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et en fait, elle m'a donné un contact d'une psychiatre et elle m'a dit voilà, je te laisse voir avec elle, enfin je vous laisse voir avec elle et elle vous expliquera comment ça se passe. Donc c'est ce que j'ai fait. Mine de rien, j'ai pas du tout eu d'infos en fait avant le jour J. En fait, j'ai pris mon rendez-vous. Voilà, ma sœur qui est psy, bah bon, elle m'a un peu expliqué vite fait ce qui se passait, donc j'ai un peu su en amont. Et c'est vraiment en arrivant que je me suis laissé un peu porter. Et en fait, on arrive dans la pièce et la psychiatre qui nous reçoit ou le psychiatre qui nous reçoit commence par un entretien individuel, commence par un entretien avec la personne concernée pendant 30 minutes. Et en fait, elle te pose des questions sur qui tu as quel âge, dans la vie tu fais quoi, pourquoi tu es là. C'est vraiment les trois grosses questions en fait qui durent 30 minutes. Et suite à ça, sans t'expliquer, on passe directement au premier exercice. Et en fait, tu commences le premier exercice sans savoir combien il y a d'exercices, sans savoir combien de temps ça dure en vrai, et t'enchaînes comme ça plein d'exercices. Et en fait, si tu veux, il y a 12 exercices différents, regroupés en 4 catégories.
Et en fait, on va tester premièrement ta logique mathématique. Donc, on va commencer par te faire du repérage dans l'espace avec des cubes et une image sur un dessin que tu dois représenter avec tes cubes. Donc ça, c'est plutôt facile, mais en fait, petit à petit, la difficulté en fait se présente et tu passes après de la logique mathématique aussi à la mémoire. La mémoire, c'est un exercice euh, qui peut être assez complexe parce que en fait, tu n'as pas de support, tu n'as rien pour écrire ce que tu as retenu. Et par exemple, elle te donne une suite de chiffres qui peut prendre 15 chiffres et tu dois la restituer par cœur, mais dans l'ordre en fait croissant ou décroissant. Donc bref, c'est un truc qui prend beaucoup de tête. Toi, t'es là, t'es comme ça, tu fais OK, donc là, elle m'a dit ça. Et en fait, comme après, elle prend des notes et toi, tu sais pas trop si t'as bien répondu. Bon, parfois, elle loche la tête, tu dis ah, c'est bon, là, j'ai lu juste. Moi, parfois, durant le test, je voyais que j'échouais, j'avais peur d'être bête. Enfin, du coup, c'est vraiment, tu sais pas, en fait, donc c'est hyper bizarre. Et aussi, elle va te tester aussi ta logique émotionnelle, ta créativité, un petit peu ton imagination, parce qu'elle te tend des dessins en noir et blanc assez abstraits, et tu dois dire ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu analyses. Et du coup, bah, c'est assez perturbant, tu as peur de te tromper dans ton analyse, mais tu le dis quand même. Et en fait, de cette façon-là, elle réussit à savoir si tu oses exprimer ce que tu ressens, si tu comprends vite, si tu analyses bien, si tu es créatif. En fait, elle analyse plein de trucs, mais tout ça, tu le sais pas sur le moment. Elle te l'explique après. Et à la fin, moi, elle m'a proposé de faire un dessin de moi. Euh, et en fait, on s'est rendu compte à la fin que ce dessin bah, était intéressant selon elle parce que j'avais fait un tout petit corps et une grosse tête parce que ça veut dire que je délaisse parfois mon corps et je concentre que enfin je suis plutôt en activité je suis plutôt en activité dans ma tête rien de ça enfin, c'est pas du coup la grosse tête hein, c'est vraiment juste quelqu'un qui préfère en fait penser agir créer et parfois en fait oublie la fatigue oublie aussi bah, toutes ses émotions et en fait, et c'était complètement révélateur de moi, c'est-à-dire que j'ai très longtemps laissé place en fait à l'aspect aussi professionnel, à l'aspect ah je veux réussir, je veux faire ça, dans le contrôle aussi. Donc, en fait, ma tête contrôlait tout, même mon corps. J'ai délaissé mon corps. Il y a une fois où tellement que j'ai travaillé, bah mon corps un matin ne s'est plus levé. En fait, donc j'ai passé 2 jours au lit parce que mon corps m'a dit Aaron, stop. Et donc c'était une belle image de fin qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et sinon, à la fin de cet entretien, directement après, le psychiatre ou la psychiatre nous tend le compte rendu et donc toi t'as ton chiffre tu te dis bon bah ok mais ça veut dire quoi et en fait donc elle te dit voilà vous êtes bien au potentiel intellectuel il n'y a pas de doute en fait il peut y avoir des doutes quand parce que pour le petit point enfin, explication des chiffres, en fait, la population moyenne a un QI entre 100 et 120, donc 55,5% de la population en moyenne se situe là. Et après, il y a des gens qui sont entre 120 et 130. Là, je crois qu'on est à peu près à 3%. Et entre 130 et 140, on est à 2,2%. Et plus ça passe, plus après, on tombe dans les 0,02. Et du coup, moi, j'ai un QI entre 135 et 140. Ce qui fait que, en fait, il n'y a pas de doute, parce que bah, du coup, je suis largement plus de 120. Et que aussi, on dit que le résultat peut osciller entre 1 et 5 points. Mais comme du coup, moi, je suis au-dessus des 30-35, même si je tombe à 130, je reste une personne HPI. Et du coup, ça, elle te l'explique directement après le test. Et une semaine après, tu reçois un compte rendu. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu reçois un compte rendu en fait détaillé parce que tu as aussi un QI associé à chaque exercice. C'est-à-dire que j'ai un QI moi en logique mathématique. Par exemple, c'est le plus faible QI que j'ai, qui est de 128, donc qui reste au-dessus de la moyenne, et c'est mon plus faible. En mémoire, j'ai plus de 140 parce que du coup ma mémoire a été bah, jugée parfaite. Et du coup c'est intéressant de voir tes points forts, tes points faibles, etc. Et du coup après moi elle m'avait écrit un compte rendu sur ma personnalité en disant que j'avais besoin d'affection, en disant que j'avais besoin aussi de faire plus d'activités sportives ou créatives pour libérer un peu mes esprits et que j'avais une excellente logique émotionnelle et que je comprenais rapidement les choses, les gens et les émotions. Voilà pour en gros le test, comment se passe le test. Et pour peut-être si les gens sont intéressés, c'est un test qui coûte entre 350 et 400 euros et qui n'est malheureusement pas remboursé par la Sécu ni la mutuelle. Mmh. Et ce test, il dure à peu près combien de temps? Oui, alors ce test dure 3 heures. Voilà, il dure 3 heures et en fait, tu as une demi-heure d'entretien, donc où tu parles de toi vite fait, et de qui tu es, de ce que tu fais dans la vie, et tu as 2 heures et demie d'examen. Et donc, quand tu sors, bah en fait, tu t'en peux plus, quoi. Voilà, je crois que je n'ai jamais senti ça, quoi. Voilà. Mmh. Les examens se font sur ordinateur?
Pas du non 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 pas du tout ça se non 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 en fait c'est comme si genre là t'étais ma psychiatre et moi je te parle voilà en fait tu arrives nu en fait t'arrives nu t'as pas de stylo t'as pas d'ordinateur t'as pas de papier t'as juste ton cerveau en Mais dans fait. le sens, après, quand tu fais les tests, c'est format papier? Ah oui exactement. Ok, ok. Ouais ouais c'est enfin en tout cas moi c'était comme ça donc c'est ouais ouais c'est il y a pas de il y a pas d'ordinateur même elle notait en fait enfin c'était enfin voilà ça se passe ouais ça se passe comme ça Ok. en tout cas pour moi hein. Ça m'a donné plusieurs questions que j'ai eu envie de te poser hein, pour un simple test. Hein. La première chose, c'est marrant parce que tu parles de cette pression un peu que tu as, comme si tu étais à un examen en fait presque scolaire. Tu parlais du fait que tu avais peur d'avoir l'air bête, alors que bah, quelque part, on va pas te mettre une note, on va te dire si tu es HPI ou pas, non? C'est ça? C'est exactement ça. Mais en plus, c'est exactement ce que tu dis. J'avais exactement l'impression d'être en examen. C'est vraiment ça parce que, en fait, et t'as raison. En vrai, enfin, j'allais dire c'est bête, mais enfin, je ne devrais pas me sentir comme ça parce que, en vrai, même si le résultat avait été bah, dans la moyenne, en vrai, c'est pas grave. Enfin, c'est aussi cool et j'aurais fait l'expérience du test et voilà. Mais tu sais, en fait, moi, ma psy m'avait un peu donné l'espoir que savoir que j'étais HPI allait m'aider. Et en fait, si tu veux, ça faisait tellement genre bah, des mois que je cherchais ce truc-là en moi que je comprenais pas. C'est vrai que je pense que j'espérais au fond de moi que c'était ça. Et donc j'avais plutôt en fait l'appréhension de me dire putain, si le résultat bah, n'est pas un quotient élevé, donc si je ne suis pas HPI, peut-être que bah je repars sur une nouvelle recherche de quelque chose que vraiment et ça peut être quoi. Et donc c'était un peu mon truc de putain, en fait si ça échoue vraiment entre guillemets, si ça échoue, enfin si je suis pas HPI, bah en fait c'est-à-dire que je suis encore autre chose ou que je ne suis pas autre chose, mais que du coup toutes ces années vont jamais être expliquées ou peut-être que c'est moi qui en fait m'avait fait des films. Donc en fait, ouais, il y avait un truc de où j'y allais effectivement avec une appréhension et avec un espoir de putain, peut-être que aujourd'hui, enfin après des années, je vais mettre un mot à tout ça, à une partie de ma vie en fait. Hmm. Voilà. C'est vraiment D'où un peu le truc. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelque Pardon. chose que j'entends beaucoup du coup avec aussi toute personne qui sont dans l'errance médicale quelque part et qui attendent un diagnostic. Au final, tous les examens qu'elles vont faire ces personnes, passer un IRM, voir tel médecin, eh ben c'est l'espoir de enfin pouvoir identifier et pour pouvoir mieux se comprendre et adapter aussi sa vie et son environnement. Donc ça s'entend bien quoi. Bah, Après, c'est exactement ça. j'ai une autre question qui est peut-être un peu particulière et peut-être un peu plus. Je crois que c'est vraiment de la curiosité personnelle là. Dis-moi. Parce que du coup, tu parlais de cette grande tête que tu t'as dessinée et ce petit corps et le fait d'apporter assez peu d'importance au corps. Je voulais savoir si c'est quelque chose que tu ressens aussi au niveau plus esthétique dans l'image que tu renvoies. Je te pose cette question et je te disais, c'est peut-être un peu de la curiosité plus personnelle parce que moi, je suis vraiment hyper détachée de l'image que je renvoie physique et je sais que je suis quelqu'un de très cérébral et je me suis souvent un peu demandé qu'est-ce qui faisait ce détachement. Tu vois, je peux autant apprécier me faire jolie que poster des photos de moi où je suis un espèce de gros dégueulasse et je m'en fous. Oui, Et j'ai puis, vu. et puis du coup, souvent, les gens sont un peu là, ah mais attends, mais c'est une femme, mais pourquoi elle fait ça? Elle s'en fout, elle est pas maquillée. Et en fait, je me suis souvent demandé si, enfin voilà, je valorise beaucoup ce qui est au niveau du cérébral, et je me suis demandé pour toi aussi s'il y avait une sorte de détachement au niveau l'image que tu renvoies physiquement ou pas à ce niveau-là. Ouais, c'est une question que je me suis jamais posée. C'est assez complexe. En fait, alors, je pourrais pas te répondre, je pense simplement, parce que moi, quand même, je vais pas mentir, je pense que ça peut se ressentir aussi. J'aime bien me plaire. Voilà. J'aime bien aussi, enfin, j'aime bien être beau. Enfin, j'aime bien, tu vois, genre, enfin, faire en sorte que je suis beau. Mais c'est vrai que de plus en plus, je commence à m'en foutre. En soi, je me dis, même moi, enfin, parfois sur mes réseaux, en fait, je m'en fous. Je suis en sous plaid et je suis là comme ça. Et en fait, je me dis, bah, ce qui compte, c'est pas forcément, bah, l'apparence. Et en vrai, pour moi, la beauté, elle se trouve ailleurs. Donc, c'est vrai que je pense que je suis en train de faire enfin, le chemin pour être plus comme toi. Je sais pas si c'est clair ce que je veux te dire. En fait, c'est que oui, moi j'aime mon apparence. Parce que en gros, bref, j'ai eu des phases plus compliquées et aujourd'hui, c'est vrai que j'aime mon apparence, mais de plus en plus, je me dis oui, je vais peut-être laisser en fait le truc se faire et que si un jour je veux bah, être dégueulasse, en vrai, c'est très bien aussi. Et c'est vrai que ce dessin, si on reparle du dessin que tu parlais au début, il y avait un peu de ça
où il y a des périodes où en fait je me délaissais complètement, en fait, et je dirais pas physiquement, mais même ma santé. En fait, ma santé, tu vois. Toi, tu parlais de enfin, de ton physique, donc qu'on voit de prime abord. Moi, c'était plutôt ça aussi niveau santé, c'est-à-dire, en gros, parfois, je pouvais être malade, mais je le calculais même pas. Tu vois, parfois je pouvais avoir un symptôme du, je sais pas moi, je sais pas, d'une grippe, d'une fièvre ou d'une grosse fatigue, et c'est plutôt là où moi je calculais pas. Donc c'est peut-être un peu plus grave en soi parce que vraiment je délaissais mon corps dans sa Mm. santé en fait, tu C'est vois. vraiment une non-écoute, Euh, en fait, de ton corps. et ouais, c'est exactement ça. Donc là, aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant, c'est que finalement, je bascule où là, j'écoute plus mon corps dans ce sens-là et je vais plus délaisser ce côté physique où effectivement, oui, je m'en fous de plus en plus. Mais le moment où j'ai fait ce dessin, il y a 9 mois, c'était parce que vraiment, la santé de mon corps, je m'en foutais. Et ça, il faut jamais faire ça. Hein. C'est vraiment, et ça, je comprends. Il y a des trucs, je me dis, mais Aaron, comment t'as pu le laisser? Et même si mon appartement, parfois, moi qui suis normalement très, enfin, j'aime quand c'est propre, quand c'est rangé, pas dans ma tête, mais au moins chez moi, en fait, je laissais traîner des piles de vêtements. Enfin, tu vois, je laissais tout tomber à part ma tête, en fait, et à part la réflexion, quoi. Donc, je sais pas si c'est clair là ma réponse, mais c'est, Totalement. oui, j'essaie d'être le plus clair possible. Pardon si vous ne comprenez pas, mais voilà. C'est top, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui a De changé rien. dans ta vie ces 9 derniers mois? Alors, c'est vrai quand on me demande ça, c'est en fait, enfin, j'ai pas encore une fois, je vais vraiment mettre un point dessus et j'espère que je ne rends pas cette image, mais je déteste. Enfin, je veux pas faire le mec péteux parce que quand on parle de d'intelligence comme ça aussi et d'HPI, de la façon dont on en parle, on peut faire un peu, tu sais, malheureusement aujourd'hui, les gens qui sont pas forcément sensibilisés à tout ça, ils peuvent se dire, ah ouais, le mec est surdoué, du coup, il croit qu'il est au-dessus de nous. Pas du tout. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, depuis que j'ai eu ce diagnostic, je pense que mais grandi, mais complètement. Ouais, je t'ai dit, genre, j'ai fait, je crois qu'en 9 mois de vie, j'ai fait 9 ans de vie, en fait. Et, euh, et je t'en parle, et en fait, j'en suis fier aussi, tu vois, parce que je me dis, en fait, genre, il y a des gens qui n'ont pas la chance, malheureusement, d'être sensibilisés à la santé mentale. Il y a des gens qui, en fait, ne prennent même pas le temps de d'essayer de comprendre leur propre comportement. Il y a des gens qui n'osent pas aller voir des psys par peur de se confronter à leur propre réalité. Il y a des gens qui vont voir des psys et qui ont peur de leur propre réalité. Et moi, je suis au moins fier de ça, du sens où la volonté d'aller voir un psy, elle est venue de moi. Personne ne m'a jamais forcé à le faire, et ça, c'est hyper important de le dire parce que on va forcer des enfants tout jeunes à aller voir des psys et quand ils grandissent, ils ont un traumatisme avec les psys et finalement ils restent dans leur trauma. Et moi, j'ai eu cette chance de faire ce choix. J'ai eu le courage de me confronter à des choses qui me concernent mais que j'ignorais en fait quand j'ai commencé cette thérapie. Donc ça m'a tout ça et du coup le fait que j'ai eu ce courage-là m'a permis d'apprendre mais des trucs sur moi, mais je pourrais, enfin, du détail à l'essentiel, en fait, tu vois. Et ça aussi, ça. Et pourquoi j'ai réussi? Parce qu'avec avec ma psy, j'ai ce lien où je sais où j'ai capté que c'est pas mon ami, c'est pas ma mère, c'est pas ma petite copine, c'est personne, c'est ma psy qui a ce rôle-là à ce moment-là. Et maintenant, quand je la vois dans son espace, c'est l'espace réservé à ma parole et qui est complètement libéré. Et donc, ce diagnostic m'a permis vraiment de libérer cette parole, d'abord avec ma psy, ensuite avec mon entourage, encore ensuite avec toi, par exemple. Et ça m'a aussi appris des choses sur mon passé, ça m'a permis de comprendre des choses de mon passé. Et quand tu comprends en général qui t'as été, tu sais un peu plus qui tu es et tu sais un peu plus qui tu veux être. Tu vois, c'est un peu ça, enfin, grossièrement. Et donc, ça m'a appris à gérer mes émotions aussi. Ça m'a appris à assumer mes émotions. Ça m'a appris à oser être plus vulnérable. Moi qui avais très peur de me montrer vulnérable parce que j'avais pas envie qu'on retourne cette vulnérabilité-là contre moi. J'ai appris ce que c'est déjà arrivé. J'ai appris que en fait, si tu te montres vulnérable, mais que tu sais que tu le fais à ce moment-là, que tu choisis de le faire, de parler de toi, de tes émotions, et que même si en face de toi, quelqu'un le retourne contre toi, en fait, c'est pas grave parce que aujourd'hui, Aaron, après ce diagnostic, après ce travail-là, en fait, t'es OK avec ça et t'es ancré, en fait, dans qui tu es. Et donc, même si un jour, demain, on te retourne un truc contre toi, t'es prêt à affronter ça aujourd'hui. Chose que j'étais pas prêt à faire avant toute cette thérapie-là. Et aussi,
enfin désolé si je divague un peu, mais et aussi ça m'a fait gagner en maturité, mais complètement. Aujourd'hui, j'ai un discours beaucoup plus posé. Autant j'ai toujours été la personne qui comprenait rapidement les choses, les gens, les émotions, mais aujourd'hui d'autant plus en fait. Et c'est vrai que quand on pose un mot à une partie de qui on est, en fait, ça fait du bien déjà, tu vois, et t'as l'impression de toucher de plus en plus au bonheur, tu vois. Voilà, et ça c'est un truc qui est très important, le bonheur, je pense. Et c'est quelque chose que j'ai rarement, enfin que je me suis rarement laissé toucher en fait. Et je me rends compte que depuis tous ces mois, il y a eu des phases très compliquées, mais il y a aussi eu des phases de joie. Genre là, je te parle, tu vois, ouais, je prends des trucs, ça m'émeut un peu, tu vois, parce que je me dis, putain, Aaron, t'as vécu des trucs bah, depuis ce diagnostic trop cool, parce que en fait, tu t'es laissé surprendre par la vie, alors qu'avant, je voulais tout contrôler, j'avais peur des gens de l'extérieur, j'avais peur qu'on me pose des questions qui me dérangent, parce que moi, encore aujourd'hui, hein, quand je suis en soirée et qu'un inconnu, l'inconnu me demande si ça va, je trouve que la question du ça va, en fait, qui est rentré dans le truc bah, banal, en fait, c'est pas banal parce que enfin, c'est un truc où moi, ça va, je peux pas te répondre là. Tu vois, parce que je suis en mode, oui, ça va, mais est-ce que le ça va, il est même que le tien finalement? Est-ce que c'est un ça va qui veut dire ça va parce que j'ai envie de te baser et que tu m'intéresses pas? Ou ça veut dire que c'est un vrai ça va? Enfin, bref, tu vois. Donc aujourd'hui, même quand on me demande si ça va, c'est compliqué moi de répondre. Quand on me demande si j'ai passé une bonne journée, encore hier, on m'a demandé ça, je sais pas trop répondre encore, tu vois, parce que je sais pas trop. Mais j'ai quand même cette chance aujourd'hui de pouvoir me dire à moi que ça va, que il y a eu de bons moments et qu'en ce moment ça va, tu vois en vrai. Là je te parle et comme je t'ai expliqué tout ça, je sais que je peux te dire que ça va. Et donc tout ça, enfin, tout ce travail-là m'a permis de pouvoir répondre à un ça va quoi. Hmm. Je sais pas si t'as Bien sûr. On a parlé c'est justement un peu de cet aspect intellectuel ou potentiel. C'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué tout ce que ça génère au niveau émotionnel et qui des fois est un peu plus sombre quand même. complètement. Alors si on parle de mes émotions, ouais, alors complètement. Alors c'est la partie un peu plus délicate, c'est vrai. Euh, En fait, donc le cerveau des personnes au potentiel intellectuel, en fait, on a tous quand même même si tous les HPI sont vraiment différents et parce que aussi on a tous des points de QI dans les exercices différents, plus forts, moins forts, etc. On le vit tous aussi différemment. Et moi, dans mon HPI, en gros, la partie qui prime le plus, effectivement, c'est bah, la réflexion émotionnelle. Et parce que on est aussi tous hypersensibles, les HPI. Et c'est vrai que moi, mon hypersensibilité, elle prend parfois le pas, enfin parfois, tout le temps le pas sur ma raison. Et c'est là où les phases dépressives, en fait, bah, se présentent. Et bah, si on parle concret, c'est vrai que il y a un mois et demi, j'ai passé une phase très compliquée. Et c'est un peu bizarre d'en parler d'ailleurs. Et ouais, une phase très compliquée parce que en fait, bah tu vois, je comprenais. Enfin, j'étais en mode, enfin, qu'est-ce que tu vas devenir, tu vois. Et c'est vrai que enfin, quand tu es hypersensible, quand tu as ce cerveau-là, en fait, tu as peur de l'après, tu vois. Et moi, j'ai peur de l'après, j'ai peur de mourir, j'ai peur de, en fait, j'ai peur de pas avoir le temps de tout faire avant de mourir, tu vois. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est le temps. Hmm. Et en fait, c'est vrai que il y a un mois et demi, et pendant un mois, en fait, j'étais en mode, Aaron, là, aujourd'hui, dans ta vie, t'es pas bien. Pourquoi? Parce que bah, professionnellement, enfin, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Enfin, ça va dans tous les sens, mais à la fois, bah, t'es pas dans le bon sens parce que t'es pas à la place où tu veux être, parce que tu vois des séries, tu vois des films où il y a des fins bah, ultra positives et tu t'imagines à la place des personnages. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que la série est terminée, bah, là, dans ton lit, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de film, il n'y a pas de tournage. Et en fait, ta vie dépend de toi. Mais quand une vie dépend de toi, mais que t'es pas prêt à l'affronter, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a une nuit comme ça, après avoir vu une série, j'ai éteint mon téléphone, j'ai allé superposer, et du coup, j'ai descendu comme ça les marches, et je me suis posté à la fenêtre, et en fait, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré tout seul. Et en fait, ce moment-là il est hyper révélateur pour deux choses. C'est parce que, en fait, il m'a fait comprendre que déjà c'était cool que le travail avançait parce que je me laissais pleurer tout seul. Je laissais mes émotions vivre et se vider.
mais il m'a aussi fait comprendre que ça n'allait pas et que en fait ces larmes elles traduisaient cette inquiétude, elles traduisaient le fait en fait de pas se sentir compris, elles traduisaient le fait de pas se comprendre, elles traduisaient aussi le fait d'avoir peur juste après avoir pleuré, j'ai frappé ma tête contre le mur et je me suis dit en fait, Aaron, genre là, il te reste quoi à faire, tu vois. Et après, attention, hein, j'ai jamais pensé à, à passer par la fenêtre, hein. Mais c'est juste que ça dure, tu sais, 30 minutes et c'est hyper intense. Et en fait, t'as toutes les questions de toute ta vie, t'as des images du passé qui reviennent et tu te dis où tu vas, où tu vas. Et moi qui suis un passionné, moi où je sais où je veux aller, je pense savoir à peu près comment y aller. Mais parfois, tu te dis, mais en fait, tu es tout seul, tu es dans un métier. Donc, moi, j'ai voulu j'ai voulu dans le métier audiovisuel, média, tout ça, en production. Et en fait, c'est un métier hyper bizarre et il y a très peu de chanceux, il y a très peu d'élus, en gros. Et du coup, j'ai souvent l'impression qu'on me délaisse, tu vois. Alors qu'en vrai, personne ne doit rien en soi. Mais tu te dis parfois, tu donnes tellement de choses dans ta vie, tu donnes tellement de choses aux gens, tu essayes d'être une bonne personne, parce qu'après, il faut définir aussi c'est quoi une bonne personne, mais tu essaies vraiment de faire du bien, etc. Mais en retour, bah, tu te sens délaissé, en fait. Et ça te fait mal aussi émotionnellement parce que tu te dis, est-ce que t'es délaissé parce que on n'accepte pas qui tu es? Et ça, c'est vrai. On m'a souvent, en fait, reproché qui j'étais. Ou est-ce qu'on t'accepte, ou est-ce que tu penses qu'on t'accepte pas parce que c'est toi qui n'autorise pas les gens à entrer dans ta vie? Et en fait, et bref, tout ce schéma-là pour te dire qu'il y a toutes ces pensées-là aussi dans ces phases dépressives qui arrivent et qui sont très compliquées à gérer. Et c'est aussi dû à ce cerveau-là, parce qu'en fait, il y a cette fameuse pensée en arborescence. Et quand ça va pas, en fait, ça va vraiment pas parce que toutes ces pensées en arborescence, donc en gros, c'est-à-dire les pensées qui vont arriver une à une sans jamais s'arrêter. En fait, quand c'est des pensées négatives, c'est la même chose. Les pensées négatives vont arriver une à une et à la fin, bah, l'arbre, en fait, il pousse beaucoup, il touche le Mm. ciel, Ouais. mais il ne se couple jamais. Voilà. Mm. Tu En disais gros. avant une phrase qui m'a énormément résonné, le fait d'avoir la peur de mourir pour ne pas avoir fait en fait tout ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de choses que tu as envie de créer ou amener dans ce monde et que tu aimerais faire avant de mourir? Complètement. Moi, avant de mourir, c'est marrant de dire ça, mais avant de mourir, j'aimerais pouvoir porter un maximum de sujets. En fait, j'aimerais pouvoir dénoncer un maximum de choses. Tu vois, j'aimerais en fait mettre en place, euh, comment dire, en fait, je veux pas tomber dans le truc association, bénévole, tout ça. Enfin, c'est très bien, hein, peut-être que j'en ferai, mais c'est pas ça dont je parle. Moi, j'aimerais aller en fait au cœur du sujet. Et quand je dis au cœur du sujet, c'est au cœur en fait des personnes concernées. Tu vois, j'aimerais beaucoup, par exemple, aller aux frontières israélo-palestiniennes, tu vois, pour voir ce qui se passe factuellement là-bas, ce que ressent la population civile. En fait, moi, j'aimerais, avant de mourir, euh, pouvoir apporter un maximum d'informations aux gens, en fait, et leur apprendre ce qu'ils ignorent. Donc, ce qu'ils ignorent de la vie, mais ce qu'ils ignorent aussi d'eux-mêmes. En fait, c'est un peu ça, tu vois. En fait, c'est un peu, ouais, c'est un peu. En fait, je suis très engagé aussi dans cette libération de parole. Je suis très engagé aussi dans l'acceptation, dans l'inclusivité. Tu vois, donc j'aimerais beaucoup apporter ça au monde, en fait. Tu vois, pouvoir enfin mettre au grand jour tous ces sujets un peu délaissés. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine prétention de dire amener aux gens ce qu'ils ignorent? Non, parce que je pense qu'on ignore tous quelque chose, tu vois, et que si par exemple, moi demain, je vais être tout con, mais genre, si là en face de moi, j'ai un canapé rose, tu vois, toi tu peux le savoir parce que c'est une information qui est hyper basique, mais peut-être que quelqu'un d'autre va le voir vert, et en fait, c'est en l'expliquant qu'il va comprendre qu'il est rose. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, à l'info, on sait tous que Macron c'est le président. Ok, mais peut-être qu'on sait pas tous que, je sais pas, la guerre de 45, c'est fini en 45. Enfin, tu vois, en fait, il y a des choses que toi, tu vas savoir, mais que moi, je vais pas savoir. Donc, c'est pas prétentieux du sens où je pense qu'on est tous ignorants de quelque chose, tu vois, et que même si sur un sujet, je vais rien t'apprendre à toi, Tamara, je vais apprendre à, je sais pas, à Renaud, enfin, tu vois, par exemple. Ouais, Donc, donc c'est c'est dans ce plutôt amener sens-là sur où, un sujet précis de tes compétences, certaines et, lumières en fait. et oui, c'est ça, voilà. En fait, oui, oui, enfin, c'est pas du tout dans la phrase où moi, je peux apporter avec mes connaissances. Non, non. C'est en gros, je peux peut-être
en donnant la parole à des gens, en traitant des sujets, en fait, partager une information pour apprendre aux gens ce qu'ils ignorent. C'est comme bah, pour la santé mentale. Tu vois, moi, le premier, j'étais hyper ignorant sur le sujet. Et en fait, par exemple, là, typiquement, en te parlant et en expliquant ce qu'est le HPI, tu vois, peut-être que quelqu'un qui va nous écouter bah, va sortir de l'ignorance, au moins sur ça. Voilà, dans ce sens-là, tu vois. Et parce que pour moi, en fait, dans le côté ignorant, il n'y a aucun mépris. En fait, on est tous ignorants de quelque chose. Donc voilà, Certain. dans ce sens-là. Mais je Quand comprends la tu, question, c'est très juste. Quand tu parlais des émotions, hier soir, tu me racontais aussi que tu vivais vraiment un peu dans des sortes d'excès, un peu d'extrêmes. Est-ce que tu serais d'accord de m'en parler un peu plus là maintenant? Ouais, complètement. En fait, j'ai un peu, en fait, pendant un moment, je me suis demandé si j'étais bipolaire. Voilà. Parce que, mais vaguement, hein, après, en fait, ce qui est délicat avec toutes ces particularités psychologiques, psychiques, c'est qu'il y en a pas mal qui ont des points communs, en fait. Et donc, on est vite en train de se perdre entre les termes, etc. Et mais pourquoi pendant longtemps, pourquoi pendant un moment, je pensais que j'avais des troubles bipolaires? Parce que j'ai vraiment ces changements d'humeur déjà et qui vont avec ces changements bah, en fait de comportement et qui vont avec ces excès. Je m'explique. En fait, quand je suis dans un groupe que je connais ou que j'ignore, il y a souvent cette personnalité de d'Aaron très extraverti, très en place, très confiant, très et qui a une très bonne répartie, qui montre voilà, enfin qui se fait voir en fait. Mais je choisis pas en soi, mais c'est voilà, c'est cet excès-là qui fait que là je suis dans une émotion bah hyper en fait hyper fière, hyper joyeuse, et du coup, bah, il y a ça, et ça peut faire peur aussi, d'ailleurs, c'est cet excès-là, parce que les gens ont peur que je prenne leur place, alors que vraiment, c'est pas du tout ça. Et mon but, c'est pas ça. C'est juste que c'est excessif et que je ne contrôle pas, en fait. Et j'aimerais bien parfois, parce que ça me joue des tours aussi. Et à l'inverse, il y a, bah, en fait, comme tout à l'heure, je te parlais, des phases dépressives, l'excès, bah, plus dépressif, où c'est aussi l'excès, en fait. Et parfois, dans la même journée, et ben en gros de 10h à 18h, je vais être en train de faire mon truc, mes tafs, machin, mes contenus, où je vais sortir avec mes potes, et je vais être hyper content, hyper joyeux et dans cette tu vois, alors là je te parle, j'ai les mains qui bougent parce qu'en fait ça exprime bien ce que je ressens, tu vois. Et à la fois, bah le soir même, et ben je vais pleurer en fait. Et du coup, tu passes de ça bah, en gros, d'une émotion hyper excitée, hyper joyeuse de 10h à 18h à une émotion beaucoup plus triste, beaucoup plus down de 19h à 4h, 6, 7, 8h du matin quand tu dors pas. Et parfois, je te dis, mais en fait, Aaron, t'es qui? Est-ce que t'es l'émotion joyeuse ou est-ce que t'es l'émotion triste? Et en fait, je crois que t'es les deux. Hmm. C'est ça, c'est qu'on Voilà. oublie qu'en fait, Et, tout peut vivre ensemble. mais en fait, c'est ça, mais juste que comment dire, c'est dur de comprendre au début de comment la même personne, comment la même entité que je suis peut être dans l'excès A en fait la journée et dans l'excès B le soir. Enfin, tu te dis mais et c'est pour ça aussi que je m'étais posé la question du trouble bipolaire parce qu'il y a d'autres aussi symptômes qui font comme les comportements à risque, tu vois, bah, aussi voilà les changements d'humeur, tout ça, qui font que j'ai eu un doute sur ça. Mais bref, je pense pas être, enfin, du moins, voilà, Hmm. c'est pas un sujet, quoi. Mais oui, et c'est vrai que ce changement d'humeur aussi, bah, il est dû à cette hypersensibilité-là, et en fait, et ça renvoie encore à ce cerveau, parce que c'est toujours la même chose, c'est les questions sans cesse, et la pensée en arborescence, et la gestion des émotions. Hmm. Il y a un livre, une BD qui image hyper bien ça. Je sais pas si tu as entendu parler, ça s'appelle Goupil ou Face. Et en Non, je fait, connais ça pas. parle de la cyclothymie. Et personnellement, c'est quelque chose auquel je me suis pas mal identifiée aussi parce que ça exemplifie exactement cet aspect où, au long d'une journée, tu peux te sentir genre, c'est bon, t'es le roi du monde. Après, t'es là, genre, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma life? Et c'est reparti pour un truc. Et vraiment, ce côté où, en fait, c'est un changement d'humeur au sein d'une journée. Et puis, surtout en fonction aussi de avec quoi tu te confrontes. Parce que quand il y a une hypersensibilité, un minus truc peut t'amener dans une humeur différente. Tout d'un coup, un bruit te ramène dans un trauma, ça va te renfermer. Une personne qui te dit dans la rue, «Eh, mais vous avez un magnifique sourire, c'est bon, tu resplendis à nouveau». Enfin, il y a un peu ce truc-là, en fait. Et voilà, ce livre n'est pas du tout défini que par ça. Il est vraiment très, très complet, mais ça peut être une ressource qui pourrait t'intéresser. Mais Mais complètement. Et d'ailleurs, quand tu disais là, oui, un sourire et on est hyper heureux, ou un bruit et enfin, on est dans un trauma. En fait, là, enfin, c'est des beaux exemples. Enfin, c'est des justes exemples pour aussi
expliquer que ça dépend pas de toi et c'est encore plus frustrant parce qu'en fait, tu vois, le bruit que tu peux entendre, tu l'as pas choisi de l'entendre. Le compliment, tu l'as pas choisi en vrai. Et du coup, bah, c'est comme si, en fait, des choses, en fait, t'arrivaient en pleine gueule, donc soit positives, soit neutres, soit négatives. Et en fait, en plus, c'est d'autant plus bah, compliqué vu que tu choisis pas ton émotion un petit peu, tu vois. Donc ça fait bien écho à tes exemples où tu es en mode, bah, ouais, donc là, je suis grave heureux, mais il suffit qu'un truc que je ne contrôle pas arrive pour que je retombe dans le côté, bah, je suis plus triste, quoi. Donc, Hmm. non, c'est vrai. Et merci pour aussi pour la piste, pour la source. C'est cool. Tout à l'heure, tu me disais que tu travaillais dans le monde de la télévision et des médias, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah oui, bien sûr. Alors, oui. Par quoi commencer? C'est vrai que c'est pas un milieu très simple, hein. On va pas se mentir. D'où aussi un peu ce rythme de vie que j'ai particulier. En fait, moi, si tu veux, je suis intermittent du spectacle parce que en télé, on est pratiquement tous intermittents du spectacle parce que l'audiovisuel fait partie de la culture. Enfin, voilà. Et donc tu fais plusieurs boîtes de prod différentes, on t'appelle, on te propose des trucs et en général c'est en dernière minute, ou toi tu postules à des trucs et en général ils cherchent pour le lendemain ou le lundi d'après. Enfin, c'est vraiment un travail, un rythme de vie de travail un peu particulier et quand j'en parle à mes amis ils disent mais enfin comment ça? Enfin, tu vois là par exemple, j'étais censé travailler toute la semaine et j'ai appris vendredi que finalement je travaillais pas de la semaine en télé, enfin dans mon bureau, mais du coup j'étais décalé au mois d'avril. Enfin, tu vois, c'est un peu à la rage, c'est un milieu un peu particulier, mais c'est un milieu très cool parce qu'en fait, je peux faire plein de tafs différents. Enfin, moi, je suis passé par plein de corps de métier différents. J'ai été chargé de casting pour The Voice, donc j'ai pu caster des voix pour la saison dernière. J'ai fait de l'édito, donc j'ai pu participer à l'écriture des émissions. J'ai fait de la recherche d'images pour des émissions aussi des talk shows, de divertissement. J'ai fait aussi des chroniques. Enfin, tu vois, je fais plein de trucs. Là, par exemple, je travaille sur des bêtisiers pour W9 et Gulli, donc je dois trouver un maximum d'images assez drôles pour répondre à une demande de la chaîne. Enfin, voilà. Ou là, cet été, je suis parti sur un tournage de 5 semaines pour gérer des candidats de télé-réalité. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs différents, quoi. Est-ce que Voilà. justement cet aspect multipotentiel, on pourrait dire, hein, tu crois que ça Complètement. découle du HPI? Euh, alors, l'adaptabilité, en fait, et le truc alors je dirais pas du tout, attention, de savoir tout faire, parce que c'est pas du tout le cas, je ne sais pas tout faire, mais le truc de toujours savoir se débrouiller, en fait, ça va complètement avec cette logique. Et la logique, et vraiment, je parle de la mienne, encore une fois, je peux pas parler celle des autres, la logique que j'ai avec ce cerveau, effectivement, m'aide en fait à osciller entre tous ces tafs et en fait, si tu veux, à avoir cette proactivité. C'est-à-dire que je vais essayer un maximum d'analyser un problème avant qu'il intervienne pour en fait éviter qu'il intervienne. Et ça va du coup aussi m'aider à faire tous ces tafs différents. Parce qu'à côté, j'ai fait aussi de la création de contenu pour des marques, pour les réseaux sociaux, je travaille pour une agence dans l'événementiel. Enfin, tu vois, et tous ces tafs différents, je peux les faire à bien, du moins j'espère. Enfin, normalement oui, sinon on ne rappellerait pas. Parce que oui, effectivement, il y a ce côté où je réfléchis très vite, en fait. Et c'est en ça aussi où le cerveau, comme ça, HPI, est une force dans ces moments-là. Hmm. Et je crois t'avoir aperçu à la télé, non aussi? Ah, ouais. Et en tant que quoi? En tant que Bah, qui? en fait, non, mais oui, j'ai fait. Bah, en fait, ça m'est arrivé de faire des plateaux télé, oui, parce que j'en ai fait quelques-uns. Parce que j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait un en tant qu'invité parce que je vais parler de mes activités sur les réseaux. J'en ai fait un parce que aussi on devait parler des conditions des jeunes avec le logement, l'emploi, le travail. Il voulait quelqu'un, voilà, comme un peu comme moi. Qui avait un petit projet sur les réseaux et qui avait arrêté les études, enfin bref, et aussi, oui, j'ai été chroniqueur le temps d'une émission sur C8. Donc voilà. Et puis après, j'ai fait aussi de la chronique pour les enfants de la télé, des sortes de micro-trottoirs. Voilà. Enfin, Hmm. j'aime bien la caméra. Oui, je vais pas mentir. Voilà. Extra. Et du coup, pour toi, c'est vécu comment le travail et ce haut potentiel intellectuel? Ah, ouais, c'est pas facile en vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'ai amorcé tout à l'heure quand je te disais que parfois on me reproche qui je suis. Et je pense que c'est là.
où c'est compliqué aussi. Tu vois, l'année dernière, bon, je vais pas citer de boîte. En plus, c'est une boîte assez connue, donc, mais je vais en parler On parce veut des noms. que non, Non, je t'embête. non, mais tu vois, l'année dernière, j'ai travaillé pour une boîte et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, dans cette boîte-là, que j'ai compris que, en fait, oui, les gens comprennent pas, les gens t'acceptent pas, les gens, bah, en fait, c'est cet aspect où les gens peuvent avoir peur de qui tu es, soit peur, bah, pour leur place, soit peur d'être confronté à quelqu'un de ton âge, enfin de mon âge, qui arrive, qui est nouveau, qui est hyperactif, parce que j'ai aussi voilà beaucoup cette hyperactivité qui va avec ce cerveau qui est très créatif, etc. Et en fait, moi, j'ai tout ça parce que j'ai cette sensibilité-là qui fait que oui, j'ai cette créativité-là, j'ai cette hyperactivité-là parce que mon cerveau s'arrête jamais. Du coup, voilà, je dois bouger de partout. Moi, déjà, rester en place dans un bureau, c'est impossible. Là, au travail, c'est très compliqué pour moi de faire ça, mais bon, je dois faire un effort, faut penser au salaire. Mais c'est très compliqué aussi, ça c'est très 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 dur. Et donc, c'est vrai qu'au bureau, bah, j'étais vraiment le mec bah, hyper pro, j'ai très bien fait mon travail, mais j'avais ce côté voilà aussi hyper sympa, hyper solaire et hyper créatif. Et ça a déplu et ça me l'a fait ressentir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'au travail, cette santé mentale que j'ai peut être très très compliquée à gérer. D'autant plus que aussi, je vais pas leur mettre tous les torts dessus. C'est moi aussi, j'en parle pas, tu vois. Et une fois, on m'a demandé, mais est-ce que tu parles de ça au travail? Mais pas du tout, que nenni. Enfin, donc aussi, je peux pas en vouloir à des gens qui ne me connaissent pas, à qui je n'autorise pas aussi de me connaître, de réagir comme ça. Je peux comprendre que c'est compliqué de me cerner, que j'ai cette complexité-là, que j'ai des émotions parfois hyper excitées, même au travail. Tu vois, enfin, les excès, c'est aussi au taf. Donc, parce que je les contrôle pas, tu vois. Donc c'est aussi quand même à moindre mesure quand même au travail, parce que j'ai pas cette aisance, enfin, c'est pas mes amis. Mais il y a quand même ces excès-là qui se ressentent, que les gens, bah, du coup, voient. Mais comme ils voient que ça, qu'est-ce qu'ils font? Bah, eux, les gens, en général, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient. Ils vont pas aller creuser du pourquoi ils voient ça. Et donc, c'est délicat. Et parfois, au travail, on m'a quand même fait comprendre que, il y a une fois, d'ailleurs, où j'ai pas été, où la procédure, pardon, il y a une fois où la procédure de recrutement n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on m'a clairement fait comprendre au téléphone que c'est pas mes compétences qui dérangeaient, mais c'est qui je suis. Hmm. Donc, ça, c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà pensé à ne pas travailler pour une boîte, mais travailler pour toi? Ah, mais complètement, oui. Complètement, oui. Complètement, en fait, comment? Oui, en fait, bah, du coup, j'ai fait de la création de contenu en tant que freelance. Enfin, tu vois, j'ai essayé de faire des trucs aussi de mon côté. Après, moi, enfin, comment dire, mon but effectivement, c'est que ce que je fais sur les réseaux actuellement, premièrement, ne reste pas sur les réseaux parce que moi à la base la télé que j'aime c'est pas du tout les réseaux sociaux et que oui et que du coup que j'ai mon émission que j'ai mon concept que je puisse produire et ce que je fais actuellement et même toutes les rencontres que je fais en télé en fait tout ça c'est pour arriver à produire moi-même mon émission en vrai enfin tu vois tout ça c'est un peu calculé euh, mais il y a ce côté où, en fait, le milieu de la télé est cool parce que je travaille pas toute l'année, je travaille pas 10 mois sur 12. Donc, tu vois, il y a ce côté où, aussi où je suis très indépendant, donc je m'y retrouve bien aussi en soi, tu vois. Où il y a ce côté où t'es pas en CDI, t'es même pas en CDD, si tu veux, tu peux tout plaquer du jour au lendemain. Donc, en vrai, je peux à la fois, à côté, travailler pour moi, bah, produire toi mes contenus pour moi, donc ce que je propose publiquement, soit en fait travailler pour des marques en freelance. Donc il y a un système là où ça c'est cool. Et de temps en temps, je peux travailler un petit peu en télé quand je le décide. Donc moi, je suis encore maître aussi de ce choix-là. Donc tant que je reste pas en fait enfermé et piégé dans un contrat, dans une routine de vie, 10h, 19h, métro, boulot, dodo, enfin tout ça, moi c'est pas possible. Moi, si je fais ça, c'est métro, boulot, Hmm. dodo et suicide. Enfin tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est méga intéressant, je trouve, parce que j'ai l'impression que le CDI, alors je saurais pas comment le dire. Est-ce que ça a été pendant longtemps le Graal ou ça l'est encore? Mais en tout cas,
De plus en plus, quand je discute avec des gens et notamment des personnalités justement atypiques, où il y a des maladies, ou enfin voilà, on remet beaucoup en question en fait ce travail salarial, cette prison, hein, qu'il peut y avoir, là derrière pour certaines personnes, et c'est intéressant en tout cas pour moi de faire cet exercice de pensée parce que à l'époque, c'était vraiment le Graal. Le CDI, c'était le truc que tout le monde voulait jusqu'à la fin de sa vie, le même boulot, gagner toujours plus d'argent et gagner en échelon. Et en fait, plus je parle à des gens maintenant, plus le CDI n'a plus la cote. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai changé d'environnement et les gens avec qui je cause, ils sont plus là-dedans? Ou est-ce que c'est quand même en train de se casser la gueule parce qu'on voit que les privilèges aussi sont plus les mêmes? Enfin voilà, c'est intéressant. Ah, mais en fait, si je peux te répondre, c'est vrai que moi, je pense que c'est à la fois les gens avec qui tu causes. Je pense aussi, en vrai. Enfin, après, je sais pas à qui tu causes, mais enfin, si c'est un peu des gens comme moi, voilà. Euh, voilà. Et je pense que c'est aussi, oui, le côté où de plus en plus, notamment, oui, les 20, 30, 35 ans, tu vois, on a très envie d'avoir cette liberté. Et en fait, à l'époque de mes parents, ou je sais pas, moi, ou des grands cousins que je peux avoir, c'était en fait la stabilité financière qui primait sur la passion, tu vois, et sur Exactement. même parfois la volonté. Mais aujourd'hui, moi, mes amis, qui sont pas du tout dans mon milieu, eux, ils sont très bien avec leur contrat, tu vois, hyper classique, CDI ou bon, alternance pour ceux qui sont encore en fin d'études, enfin bref, et ils aspirent à ça, tu vois. Donc, en fait, il y a quand même toute une partie de la population qui aime cette stabilité-là. Et moi, je me suis fait la même réflexion que toi, parce que depuis presque 2 ans, enfin, je côtoie plein de gens aussi un peu plus comme moi et qui n'ont pas du tout envie de CDI. Et donc, je me suis dit, en vrai, bah, putain, on a tous plus envie de ça. Mais en vrai, enfin, je vais essayer de m'expliquer, mais en vrai, quand tu côtoies les mêmes personnes, tu penses que du coup tous les autres pensent pareil. On est bien Mais d'accord, en hein, ça vrai, c'est un biais voilà, cognitif. voilà, exactement. Alors qu'en vrai, pas du tout. En vrai, moi, il y a plein de gens que je vois qui ont leur vie stable, qu'ils adorent, qui veulent y Mmh. rester. Et moi, je leur dis, mais comment vous faites? Mmh. C'est-à-dire que la vie que vous avez, mais je préfère être au chômage. Enfin, voilà. Parce que je pense que les gens comme moi, en gros, ou comme toi, vont préférer aussi bah, le côté ouais, bah, faire primer la passion, la volonté, la liberté et la créativité, quoi. Mmh. Et le risque, et aussi prendre des risques. Je pense que ça nous Mmh. fait du bien. Tu parlais Voilà. de tes amis juste avant, est-ce que tu leur as nommé, cette identification, HPI? Ouais, alors ouais, mais pas directement, enfin pas tout de suite vraiment, pas vraiment en fait. C'était, j'ai mis un peu de temps avant de me poser, de leur expliquer, parce que en fait à ce moment-là j'étais toujours dans ce truc de si je parle de moi c'est me montrer vulnérable et du coup j'étais encore dans une période où je cachais beaucoup ce que je ressentais. Hein. Donc et après et aussi il y a eu la question de est-ce qu'ils vont comprendre est-ce qu'ils vont comprendre? Et j'avais des doutes sur ça. Et pour moi, ils n'allaient pas comprendre parce que c'était aussi une période où je pense où j'avais ce côté où j'étais un peu lassé de mes amis, il y avait l'ennui, parce que je suis très vite ennuyé, je suis très vite lassé, voilà. Et du coup, j'ai mis un peu de temps, mais oui, au fil des semaines, des mois, je me suis posé, je leur ai expliqué, et en fait, ils ont complètement compris. Après, bon, il y en a une par exemple, je lui avais dit, j'avais dit, ah oui, au fait, bah, j'ai été diagnostiqué, enfin bref, je suis HPI, et sa réponse a été, ah oui, tu as fait un test sur Internet. Et en fait, ça fait mal quand on te dit ça, c'est con, en fait, c'est tout con, parce que c'est débile, aujourd'hui, c'est débile, mais quand ça fait 2 semaines que tu as eu cette réponse à tes questions et qu'on te répond, ah ouais, tu as fait un test débile sur Internet, bah en fait, ça te fait mal, tu vois. Et donc, j'ai mis un peu de temps après à en reparler, et de plus en plus, là maintenant j'en parle, limite maintenant avec des amis à moi très proches, c'est un peu un running gag où ils disent ah tu comprends pas ça mais t'es HP, en vrai t'es bête. Enfin, tu vois genre c'est du coup ça devient un peu un jeu, mais c'était pas facile tout de suite, tu vois. Et pareil avec la famille. Ouais, c'est ce que j'allais te Ah demander. ouais, ouais, je pensais. La famille, c'est encore une fois aujourd'hui, je me suis jamais posé avec ma mère, mon père ou ma sœur pour parler en disant voilà papa, voilà maman, donc je suis HPI, ça veut dire ça veut dire ça, ça veut dire ci. Pas du tout, tu vois. Et donc je le fais à travers des biais comme c'est avec toi, parce que mes parents, j'ai envie de les préserver. J'ai envie de les préserver, j'ai pas envie de les inquiéter. Ils ont voilà, mes parents, ils ont une soixantaine d'années. Du coup, bah, la santé mentale, malheureusement à leur époque, bah, elle n'était pas du tout là. Voilà. D'ailleurs, mon père, Elle je était pense, là, mais on n'en parlait d'ailleurs, pas, quoi.
Mais exactement, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des gens qui ignoraient même que ça existait, tout ça. Je pense que mon père fait partie de ces gens-là. Mon Hmm. père, s'il avait pris conscience qu'il avait une santé mentale, qu'il avait besoin de se faire aider à un moment donné, il aurait pu éviter des choses. Et du coup, bah, c'est vrai que comme ils sont un peu ignorants, mais bon, qu'ils ont du coup maintenant une fille, ma grande sœur qui est psy, et un fils qui est un peu dans ce mec, qui est déjà concerné par tout ça, et qui en plus donne la parole un peu à des gens qui sont concernés par ça, ils sont déjà un peu plus informés, donc ils comprennent. Et je suis sûr que si demain je leur en parle, ils vont grave me dire ah ok ok ok, parce que je pense que oui, ils vont être inquiets comme ils l'ont été quand ils ont commencé à comprendre, mais en vrai, ils vont surtout être rassurés de savoir que en vrai, c'est pas quelque chose de trop grave, que c'est souvent aussi une chance et que c'est normal de passer par des ça va pas pour arriver à des ça va. Mais c'est vrai que oui, j'essaye je me refuse de leur en parler vraiment parce qu'il y a aussi ce côté pudeur, tu vois, où tu as toujours un peu plus de mal à te confier à ceux que tu connais et que tu vas plus te confier à des gens que tu ne connais pas. Tu vois, voilà. C'est pour ça qu'on cause aujourd'hui. Exactement, voilà, c'est ce qu'on cause aujourd'hui. Donc voilà, donc la famille, voilà, la famille c'est différent que les amis. Mais je pense que c'est normal, ça. Je pense que voilà, on est plus à l'aise aussi avec ses amis, voilà. Moi, je vais arriver gentiment sur mes deux dernières questions. Donc, du coup, Aaron, je voulais te demander si toi, tu avais envie de rajouter quelque chose qui te semble essentiel là, maintenant. Ouais. En gros, ce que je voudrais dire, c'est là, on a beaucoup parlé, voilà, des phases compliquées. On a beaucoup, voilà, parlé des phases dépressives, machin, des réflexions qui s'arrêtent jamais, mais aussi, on reste quand même dans une intelligence supérieure en soi. Et c'est vrai que ça reste aussi une chance. Quand, en fait, c'est une chance. Et pourquoi je fais ça? C'est une chance quand tu l'acceptes. C'est une chance quand tu veux le comprendre. Et c'est aussi, bah, d'autant plus une chance quand tu l'as compris. Et je dis ça pourquoi? Parce que je dis que si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, que ce soit le HPI ou toute autre chose, si vous comprenez pas enfin, si vous n'arrivez pas à comprendre des comportements qui vous concernent, si vous avez des questions sans réponse, c'est toujours bien d'en parler. Et en fait, je pense d'en parler à soi, déjà, soit devant un miroir, ce qui est très compliqué, vous verrez, soit dans votre tête, ou soit à des amis, ou soit au mieux, oui, à un psychologue ou un psychiatre. Et en fait, je dis ça parce que pour moi, les mots, la parole, en fait, c'est le premier des médicaments. Et je pense que quand on commence à parler, on commence à guérir, en fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, le jour où j'ai compris que j'avais besoin d'aide, le jour où j'ai osé le faire, les jours où j'ai osé en parler, en fait, tout mon collège, mon lycée, la fac, tout ça s'est expliqué. Et aujourd'hui, je vais bien. Donc oui, il y a toujours ces phases, mais comme quoi la parole, ça aide. Donc je dirais ça. Déjà, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas, enfin, je dirais pas n'ayez pas peur parce que si vous allez avoir peur, si ça fait peur, je vous dirais pas ça va aller car c'est faux, car j'en sais rien, mais il faut essayer que ça aille déjà. Il faut parfois aussi se conditionner à que ça aille bien. Moi, je pense que la parole est créatrice. Je pense que aussi beaucoup de choses sont question de conditionnement. Je pense que si on se met dans un état d'esprit de ça va aller, ça va forcément aller. Notre cerveau aussi nous joue des tours parce que notre cerveau, ce qui se passe, c'est que quand un truc ne va pas, le cerveau pense que tout va mal. En vrai, c'est faux. Il faut savoir aussi trier ses pensées. Ça, c'est très dur, surtout quand on est une personne HPI comme moi ou comme d'autres. Mais voilà, euh, il faut pas se mentir non plus, mais il faut pas se morfondre dans ces phases-là. Il faut essayer de faire ce tri. Et encore une fois, je pense que ce tri commence par la parole. Et voilà, donc je dirais ça, je pense, en plus. Je pense que c'est important. Enfin, c'est un peu mon message que j'aime bien partager aussi, que ce soit à mes amis hein, ou, ou à d'autres. Hein. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur d'avoir des soucis psy. C'est pas grave. Hmm. Bah, j'allais te demander le message Voilà. justement que tu voulais faire passer aux personnes qui vivaient avec le HPI, mais du coup, c'est vrai que tu y as déjà un peu répondu, mais du coup, pour l'entourage, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer? Ah oui, très bonne question ça. Pour l'entourage, pour ceux qui ont des amis ou des enfants ou des frères et sœurs HPI, faut pas les bousculer. Voilà, faut pas les bousculer, faut pas s'inquiéter non plus. Bon après, enfin vraiment, je mets à part les cas hyper particuliers ou vraiment ceux qui sont au bord du gouffre. Là, si, inquiétez-vous. Mais faut pas s'inquiéter si la personne qui vous entoure, il y a l'HPI, parfois elle est seule, parfois elle est toute seule, elle veut être seule, parfois elle vous répond plus. Parfois elle a un comportement chelou. En fait, c'est normal. Ne vous en voulez pas, ne lui en voulez pas, parce qu'en fait, cette personne-là n'a pas choisi de vous faire subir ça, n'a pas choisi de subir ça et n'a pas choisi son cerveau. En fait, donc il faut pas lui en vouloir. Il faut essayer un maximum de la comprendre, même si c'est pas facile. Si jamais elle vous parle et qu'elle ose se confier à vous, cette personne, et que vous ne comprenez pas,
c'est pas grave. Juste d'écouter, c'est bien. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions. Ça fait toujours aussi plaisir de se sentir, enfin, de savoir qu'on s'intéresse et qu'on a envie de comprendre. Mais vraiment, c'est ça. Moi, je dirais, ne vous inquiétez pas si la personne a des comportements soit hyper tristes, soit hyper excités, et essayez vraiment d'y aller pas à pas sans trop le bousculer, parce que en fait, si vous bousculez quelqu'un qui est en pleine réflexion sur son quotient ou qui ne le sait pas encore, ça peut faire peur et en fait, il peut mal commencer son travail en fait ou sa thérapie. C'est con, mais en vrai, comme il suffit d'un rien pour que ça aille pas, ou il suffit d'un rien pour que nos pensées en fait ne s'arrêtent pas. Vraiment, il faut essayer de préserver un maximum et pas trop bousculer la personne et respecter son silence. Voilà, Et si ce je haut pense. potentiel intellectuel était un super pouvoir chez Aaron, ce serait lequel? Attends, c'est un pouvoir que j'ai ou que j'aimerais avoir? Que tu as grâce au haut potentiel intellectuel. Euh... Oh, j'ai jamais parlé, ça c'est marrant. Parfois, enfin, très souvent, je devine, très souvent, c'est un peu gênant d'en parler parce que j'ai pas l'habitude d'en parler. En plus, c'est rien, mais très, très souvent, genre, tu vois, il suffit que je passe un moment avec, même parfois 5 personnes, 15 minutes. Et en fait, dans ces 5 personnes, il y a une personne à qui j'ai pas parlé, mais où je vais tout comprendre d'elle, en fait. C'est-à-dire, j'ai cette capacité d'analyse aussi du langage corporel, où par exemple, si tu reçois un panier de pain et que toi tu vas tendre le pain à quelqu'un avant de le prendre un pour toi, typiquement, c'est un exemple qui fait que là, je comprends que la personne, elle fait beaucoup don de soi aux autres. Parfois, elle s'en oublie. Bref, et du coup, c'est un peu ça mon super pouvoir, c'est la compréhension de l'autre sans même le connaître. Et parfois aussi, je devine des. Une fois, il m'arrive un truc de ouf où j'ai réussi à deviner la vie d'une personne, en fait, et ses traumas et ses difficultés. Voilà, c'était un peu ça, mon super pouvoir. Est-ce, Ça est-ce là, que... non, mais ça là. Non, mais moi Dis-moi. je trouve ça, ça m'étonne pas plus que ça parce qu'il y a aussi cette condition d'hypersensibilité et qui crée aussi une grande intuition et parfois même de la clairvoyance. Mais complètement, mais c'est ça. Et moi, en fait, c'était il y a un an. C'était il y a un an quand il m'est arrivé ça, où en fait j'avais l'inconnu en face de moi et qu'elle me dit, je sais pas pourquoi, genre dans un délire, moi je l'avais sorti, ah ouais, je sais pas de toi, elle me dit vas-y mais continue et que en fait je sors tout ça et qu'elle est là en mode, elle a peur. Tu vois, et moi je me dis, mais putain, mais c'est trop chelou. Et effectivement, j'ai compris après que c'était du oui à tout ça, à cette hypersensibilité-là qui t'offre une clairvoyance, mais même c'est très troublant. Parce que tu vois, tu peux cerner les émotions, tu peux identifier, analyser le langage corporel. Mais de là, parfois, à cerner un moment de vie ou des difficultés ou des traumas dans sa vie, tu te dis, mais attends, mais genre, c'est trop chelou. Tu vois, donc parfois, ouais, ça devient un peu le super pouvoir dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mm. C'est un peu ça. Extra, bah, merci beaucoup Aaron pour la parole que tu nous as délivrée aujourd'hui. Mais non, merci à toi, Tamara. J'espère que c'est compris et que j'ai pas trop parlé de trop de trucs à la fois et que le message est passé, quoi. Je pense que c'est une bonne Voilà. nouvelle si tu as parlé de beaucoup de choses parce que c'est l'idée aussi d'un podcast. Oui, c'est vrai, mais j'ai toujours cette peur de pas me faire comprendre déjà parfois dans mes phrases un peu en casse-tête. Enfin, tu vois, donc j'espère que, et quand il n'y a pas la vidéo, je me dis, est-ce que c'est, enfin, genre, voilà. Je peux Bref. pas personnellement avoir un regard objectif dans le sens que je suis quelqu'un qui pense en arborescence aussi, donc tu m'as pas du tout perdu, mais est-ce que tu perdras les auditeurs et auditrices? Ça, c'est une grande question et on aura leur retour au moment venu. J'espère En- que ça ira, en tout cas. C'est clair. Merci beaucoup. Mais non, merci à toi, Tamara, et bon courage pour ta journée, Ciao. hein. Ciao. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.